Enjeu présidentiel 2021, mesdames, messieurs, bienvenue. Notre invité est Dr Mohamed Paul Toussaint, médecin épidémiologiste, président de la Fondation Africa Tomorrow. Quel bilan politique pour le régime de tous les espoirs et quelles projections pour la présidentielle de 2021, entre autres questions que nous aborderons. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, merci, bienvenue dans cette émission. Quel bilan politique aujourd'hui faites-vous du régime de Patrice Talon? Mais vous savez, pour faire le bilan d'une action, je pense qu'il faut revenir un peu au départ et voir l'énoncé du programme de l'action au départ, le processus de mise en œuvre pour pouvoir faire une belle analyse. Alors, nous avons tous été témoins en décembre 2016. Alors, je crois que c'était en décembre 2016 du lancement du programme d'action du gouvernement, donc le PAG. Et donc sur cette base, il faudrait repartir peut-être sur ce qui, c'est un document public que tout le monde peut trouver sur Internet, le document synthèse du PAG. Dans ce document, il est question de plusieurs actions dans plusieurs domaines. Alors, ce serait un tout petit peu prétentieux de ma part de dire que je ferai la revue de toutes ces actions, mais je peux, je pense, vous donner quelques actions que j'ai suivies parce que le gouvernement lui-même a beaucoup communiqué sur ces actions. Alors, quand je disais tout à l'heure plusieurs domaines, je peux déjà démarrer tout de suite parce que c'est le domaine que je ne dirais pas que j'ai le plus su, mais où il y a quand même eu énormément de communication également officielle du gouvernement, c'est le domaine agricole, par exemple. Quand je prends par exemple le domaine agricole, il y avait 5 projets importants dans le programme d'action du gouvernement. Il y a des filières que le gouvernement avait décidé de développer, donc la filière par exemple ananas, la filière anacarde et les produits maraîchers. Et de toutes ces filières, aujourd'hui, quand on est béninois et qu'on voyage beaucoup et qu'on vit à l'étranger, aujourd'hui, on est content de voir que l'ananas du Bénin est devenu une sorte de vitrine sur le plan international. L'ananas made in Bénin, aujourd'hui, existe et puis on voit ça un peu partout dans d'autres pays en Europe, mais y compris en Amérique. Mais moi, ce qui m'intéresse en réalité, je ne dis pas que c'est pas bien, ce qui m'intéresse en réalité, ce sont les répercussions d'un point de vue positif, donc les bénéfices que peuvent tirer par exemple les producteurs de ces ananas. Et là aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas les éléments nécessaires pour juger. Je ne sais pas du tout si effectivement les producteurs profitent de cet ananas aujourd'hui, qui est connu un peu dans le monde entier. Pour les autres filières. Donc vous pensez que si aujourd'hui l'ananas est plus ou moins connu à l'international, c'est à cause des réformes engagées par le régime du nouveau départ? Je pense qu'il y a eu énormément d'efforts. Il y a eu énormément d'efforts du gouvernement pour faire connaître l'ananas du Bénin. Et effectivement, l'ananas du Bénin, aujourd'hui, on trouve ça sur le marché en Europe, en France, on trouve l'ananas du Bénin, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est vraiment étiqueté Made in Bénin. Même si ça venait avant, on ne le savait pas forcément. Donc il y a tout un travail qui a été fait qu'il faut reconnaître. Mais pour les autres cultures dont je parlais tout à l'heure, les produits maraîchers et l'anacarde, je pense qu'on n'a presque pas bougé, ou alors si les choses ont changé, moi, en tout cas moi je ne les ai pas vues. Le gouvernement également avait décidé de valoriser la filière viande, lait et œufs de table. Mais là, on peut dire que rien n'a absolument bougé. Là, rien n'a bougé. Ou alors, il n'y a pas eu assez de communication là-dessus, mais en tout cas, il n'y a pas de chiffre officiel aujourd'hui pour montrer que les choses ont bougé dans ce domaine-là. C'est également le cas de l'aquaculture continentale. Même là également, on n'a pas vu grand-chose bouger. Alors, il y a des résultats aujourd'hui qu'on a observés. Pardon, on a observé des résultats avec le maïs et d'autres céréales. Mais en revanche, je dis bien mais en revanche, alors même que cette filière n'était pas prévue dans les projets de développement, la filière coton est la filière qui a connu le plus de succès. La filière coton a été la filière qui a eu le plus de succès. Cette année encore, le Bénin serait
d'après les informations qu'on a vues, et d'après les informations officielles du gouvernement, le premier pays producteur de coton sur le continent africain. Alors là, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure pour les producteurs d'ananas, mais quels sont les bénéfices que tirent aujourd'hui les agriculteurs du coton? Je ne suis pas capable aujourd'hui de le dire. Et je le dis d'autant plus que, en dehors de ces bénéfices d'un point de vue, je dirais, financier, il y a un véritable problème avec la production. Alors, ce n'est pas que le coton, mais c'est l'utilisation, par exemple, des pesticides et des produits chimiques en fait, dans l'agriculture. Ces populations, je pense que ces bénéfices, il faudra les mettre au regard des risques auxquels ces populations sont exposées. Alors, je suis médecin, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis spécialiste de la santé publique, spécialiste de la santé et environnement, et là, on est en plein dans mon domaine. Et je peux vous donner quelques chiffres. 25% de la production mondiale de pesticides sont consommés dans les pays en voie de développement. 25% seulement dans les pays en voie de développement. Ce n'est pas qu'en Afrique, les pays en voie de développement. Seulement, ces pays en voie de développement concentrent 99% des décès liés à l'utilisation de ces produits. 99% des décès liés à l'utilisation de ces produits. Et le Bénin ne fait pas exception. Le Bénin fait bien évidemment partie de ces pays. Donc il y a un réel problème de protection de ces populations. Mais je ne parle pas, ce n'est pas uniquement le coton, c'est les pesticides utilisés en agriculture en général. Alors, je suppose que tout le monde a entendu parler de la polémique qu'il y avait eu sur le glyphosate. Bien sûr. Voilà, j'avais pris la parole à l'époque et j'avais même écrit des tribunes sur le sujet pour replacer un peu les choses d'un point de vue scientifique parce que le débat était tellement politisé que je m'étais dit qu'on allait passer à côté de l'essentiel au lieu d'aller vers les décisions qui permettront vraiment de protéger la santé des populations. Donc j'avais pris la parole à l'époque, ça n'avait pas été très bien compris par certaines personnes, mais ce n'était pas grave. Moi j'avais dit ce que j'avais à dire en tant qu'expert du domaine. Mais ce que j'attendais vraiment le plus à l'époque, c'était que le gouvernement prenne la chose au sérieux pour qu'on aille vers la création d'une structure qui prenne en compte le risque sanitaire environnemental en général. Pas que le glyphosate, pas que les pesticides, mais le risque sanitaire environnemental en général. Parce qu'aujourd'hui, c'est resté le parent pauvre de la prévention dans les pays africains. Quand vous allez dans les pays développés, par exemple, dans tous les grands projets, vous avez toujours la prise en compte d'un volet sanitaire pour protéger la santé des populations. Alors, j'essaie d'amener, parce que c'est ma spécialité, je fais une évaluation des risques sanitaires, et donc j'essaie d'amener ça un peu dans le débat aujourd'hui au Bénin, au moins que le Bénin soit pionnier dans le domaine dans la sous-région, mais ça a du mal à apprendre. Mais je ne le désespère pas. Je pense qu'on finira par y arriver. Alors voilà à peu près ce que je peux dire déjà sur le volet agricole. Mais évidemment, il y a d'autres volets. Si je prends par exemple le volet infrastructure de communication et de transport, oui, si je ne parle pas de projet asphaltage, je pense qu'on me traitera tout de suite d'opposant, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Non, mais moi j'analyse en fait les choses de façon objective. Il y a plusieurs kilomètres de routes aujourd'hui, de routes bitumées qui sont construites effectivement dans le cadre de ce projet. Et ces routes concernent autant les grands axes routiers que les axes intra-urbains. Mais il y a quand même mais parce qu'il y a de grands projets qui avaient été annoncés qu'on n'a même pas vu germer. La construction du nouvel aéroport de Golotibé, le contournement nord de Cotonou, l'autoroute Sénéco-du-Porto-Novo, ce sont des projets aujourd'hui qui sont restés. On ne désespère pas, on n'avance pas à pas. Si ce n'est pas ce régime qui le fait, peut-être qu'un autre régime le fera. Mais ce régime va se renouveler, qui sait? En tout cas, s'ils ne sont pas là, le régime qui va les remplacer va peut-être continuer dans le sillon que le régime aura creusé pour pouvoir avancer sur ces projets-là. Mais si on doit faire le bilan aujourd'hui sur le plan des infrastructures, de la communication et des transports, on peut dire que pour l'instant, on est très très loin de ce qui avait été annoncé au bout de 4 ans dans le programme d'action du gouvernement. Alors, un volet dont un aspect d'effraie, je dirais, la chronique en ce moment, c'est le volet assainissement et cadre de vie, ouais. Avec les inondations. Cotonou est sous l'eau, Cotonou en tout cas le sud du Bénin
Alors que ça a été annoncé que normalement d'ici 2020, les choses auraient changé. Voilà, alors, à part aujourd'hui, parce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui ont démarré, c'est l'aménagement, par exemple, de la lagune de Cotonou et de Porto Novo, mais on a annoncé la modernisation, par exemple, du marché de Tantopa. Rien n'est encore arrivé. La modernisation du grand marché de Parapou, c'est pareil. La modernisation du centre-ville d'Henri, on le voit pareil, rien. Alors, le plus important aujourd'hui, en fait, c'est l'assainissement pluvial. Le ministre du cadre de vie, dans ses propos en 2017, qui était très prometteur, là on se rend compte aujourd'hui que les pluies et les inondations qui sévissent aujourd'hui dans le pays mettent carrément en cause ces promesses, ces propos prometteurs qu'il avait tenus en 2017. Voilà. Alors sur le volet numérique, voilà, ça, il faut en parler aussi parce qu'il y a quand même aujourd'hui de la simplification administrative. On arrive à simplifier un peu les démarches parce que sur le plan de la digitalisation, on arrive à faire pas mal. On peut créer aujourd'hui une entreprise directement à partir en ligne. Alors qu'avant, ça prenait quand même beaucoup de temps. Il fallait se déplacer. Aujourd'hui, ça peut être créé en ligne. Aujourd'hui, il y a le e-visa. On veut venir au Bénin, on va sur les net, on fait le visa en ligne, on fait une demande de visa en ligne, on peut avoir le visa. Donc il y a des choses qui ont avancé de ce côté, il y a toujours un mais. Et le mais là, ça m'embête un peu parce que c'est notamment lié à la qualité de l'accès à l'Internet, mais qui reste encore à désirer. J'espère que les travaux sur la fibre optique vont suffisamment avancer pour améliorer cela. Mais le véritable problème aujourd'hui, en fait, qui mine ce secteur, c'est le coût. Pour moi, de mon point de vue, le coût excessif. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'un point de vue de données mobiles, le prix du mégabit, pour le classement des pays, sur le plan international, le Bénin est le deuxième pays le plus cher. Le Bénin est le deuxième pays le plus cher. Le premier pays, c'est le pays africain aussi, c'est le Malawi, et le Bénin arrive juste après. Et donc, on ne peut pas vouloir, par exemple, développer l'entrepreneuriat numérique et avoir des coûts d'accès à Internet aussi élevés que cela. Alors, je vais peut-être conclure sur le plan économique pour ce bilan en disant que c'est un contrat social en fait avec le peuple. Quand on présente un programme d'action du gouvernement, on fait un contrat social avec le peuple. Ce qui est important, c'est comment est-ce que tout ce qu'on met en œuvre finit par réagir sur les populations pour faire avancer les choses, notamment les populations à la base, pour faire avancer un peu les choses sur le plan social. Donc il y a un véritable bilan social à tirer de toutes ces actions. Et aujourd'hui, même si je sais faire le projet Arche, je ne vois pas aujourd'hui les impacts du projet Arche. Moi, je ne les vois pas. Il y en a tout peut-être, mais je ne les vois pas. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'il appartient aujourd'hui à chaque citoyen de se poser des questions par rapport à leur vie. C'est très basique, hein. Quand on veut bien faire les choses, c'est très basique. Il ne faut pas aller regarder les grands chiffres qui sont publiés, les performances économiques. Parce que ce n'est pas crédible, c'est ça? C'est une question. Hein. Pour moi, il faut revenir en fait aux populations à la base et leur demander est-ce que vous arrivez à assouvir les 7 besoins fondamentaux qu'on vous a appris à l'école primaire? Se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner et s'instruire. Est-ce que la femme de Tumi aujourd'hui arrive à mieux vendre ses marchandises? Est-ce qu'elle arrive à facilement mieux scolariser ses enfants? Voilà pour moi les véritables questions qu'il faut se poser et ne pas rester au niveau des grands chiffres. Est-ce que l'agriculteur de l'urbanisme aujourd'hui en fait, arrive également à revendre sa culture assez facilement? Voilà la question qui pour moi sont importantes à se poser. Est-ce que le producteur d'ananas, d'Alou, de Agon, de Atoron, de Révi, est-ce que le producteur de tomates de Grand Popo ou d'Aboué, est-ce que toutes ces personnes-là qui ont peut-être fait des prêts pour pouvoir faire des cultures arrivent à payer leurs dettes et à garder encore un peu d'argent pour pouvoir vivre? Est-ce que ces personnes arrivent à se soigner? Est-ce que ces personnes arrivent à instruire leurs enfants? Si on n'arrive pas à répondre à ces besoins de base, tous les grands chiffres qui nous sont annoncés ne servent absolument à rien. Alors, docteur Mohamed Paul Tossa, j'ai l'impression que vous avez quand même un peu esquivé ma question. Vous avez fait le bilan sur des secteurs clés, mais qui du bilan politique?
ou vous ne voulez pas en parler? Je vais en dire un mot. Ok, allons-y. Parce que on a décrié des lois qui ont été votées, on a décrié la perte des acquis démocratiques. Tellement de choses ont été reprochées à ce régime. Oui, alors, c'est vrai, il y a eu des... Quand on voit la façon dont les choses se sont passées, cela ça donne l'impression, et il y a des arguments effectivement pour penser qu'il y a des lois qui ont été taillées sur mesure. Quand les lois ne sont pas taillées pour répondre aux besoins de la population, c'est-à-dire à l'intérêt général, et que ces lois sont taillées sur mesure, en réalité, ces lois portent en leur sein le gène de leur destruction et le gène de la création, en tout cas de l'instauration d'un climat d'insécurité et surtout d'une crise de confiance dans les politiques. Il y a eu des lois qui ont été votées. Alors, évidemment, tout n'est pas, il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé avec, enfin le bébé avec le bébé dedans quoi. Donc il y a des choses qu'on peut dire ont fonctionné avec les limites, parce qu'il y a des lois qui ont quand même montré les limites. La loi sur la réforme du système partisan, le déclaration du système partisan par exemple, aujourd'hui nous sommes quand même passés de 256 partis politiques à environ 11 partis politiques. On peut dire que ce sont des avancées, mais quand on voit la façon dont les choses se sont passées, on se pose des questions sur ce que ça va donner plus tard. Le code électoral qui a été relu et revoté, qui a montré ses limites, le délai indicateur en date, c'est qu'on a été obligé, en plein processus de désignation des maires, de convoquer les députés pour relire le même code électoral. Et aujourd'hui, vous avez en fait des maires qui ont été élus pour le même mandat, qui ont été élus avec deux codes électoraux différents. Donc ce sont des choses en fait qui posent des problèmes et c'est ça qui incite en fait à la méfiance et c'est ça qui incite les gens à se poser des questions sur le pied fondé en fait de ces lois pour répondre à l'intérêt général que de répondre à l'intérêt d'un camp. Donc il y a énormément de choses qui vont pas de ce côté-là. Il y a une bombe qui est en cours en ce moment, c'est la loi sur le parrainage. Parlons-en. C'est la loi sur le parrainage. Je suis désolé, la loi sur le parrainage, même si ça se fait ailleurs dans d'autres pays, parce que c'est des arguments que j'ai entendus à gauche et à droite, pas les gens qui le défendent. Dans l'absolu, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une loi sur le parrainage, parce que ça vise en fait, de mon point de vue, ça vise essentiellement deux choses. C'est que les candidats à l'élection présidentielle soient vraiment des candidats de qualité, parce que porter évidemment par les élus qui leur donnent caution. Donc, normalement, les élus ne doivent donner caution qu'à des candidats de qualité. Et les élus sont également des représentants du peuple. Donc, on peut dire que ces candidats ont quelque part été choisis par le peuple à travers les élus. Oui. Et la deuxième chose, on peut dire que ça permet de limiter le nombre de candidatures et pour éviter les candidatures fantaisistes et permettre aux populations vraiment d'aller choisir les bonnes personnes. Quoi. Donc, je ne suis pas dans l'absolu contre la loi sur le parrainage. Mais quand on voit la façon dont les choses se sont passées pour les élections législatives et pour les élections des maires, où aujourd'hui nous avons uniquement les partis de la mouvance donc, qui soutiennent les actions du gouvernement qui se retrouvent à l'Assemblée. Les 83 députés sont des députés qui viennent de la mouvance et il n'appartiennent qu'à deux partis. Et pour les maires, sur l'ensemble du territoire, n'appartiennent qu'à trois partis, tout en sachant qu'il n'y a que 7 maires de l'opposition donc du parti FCDE. Donc aujourd'hui, un candidat de l'opposition, je dis bien un candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, doit aller voir des élus des partis de la mouvance pour se faire pareil. On ne peut pas faire les individus. Je pense qu'il faut renforcer les individus et les individus à leur tour vont renforcer les partis. Et vont renforcer les partis affaiblir les individus. Ce sont les individus qui font les partis et non l'inverse. Mais dire d'affaiblir les individus, c'est une façon en fait d'instaurer une sorte de pensée unique où vous avez des élus, des personnes responsables qui sont là et qui suivent tout simplement.
Mais la politique de pensée unique, c'est une politique qui est très dangereuse, quoi. Ça rappelle un peu l'histoire de la tour de Babel, où le peuple, justement, d'Israël, à un moment donné, ils ont tous décidé de parler la même langue. Il faut qu'il y ait consensus partout, il faut qu'on fasse tout. Et Dieu, en voyant ça, a dit, mais non, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Vous dites souvent, d'ailleurs, à propos, que la politique de la pensée unique est un danger pour la civilisation. La politique de la pensée unique, c'est une politique qui détruit et qui fait disparaître des civilisations entières. Et là, on est en plein là-dedans. Et donc, il faudrait que les choses changent. On ne peut pas maintenir une politique de la pensée unique. Il faut vraiment laisser la parole libre, il faut laisser les gens pouvoir s'exprimer et dire les choses qu'ils ne font pas. Mais quand on va rester dans une politique de la pensée unique, on va semer les germes de troubles plus tard. On ne peut pas garantir la paix sociale dans une politique de la pensée unique. Et ça fragilise en fait généralement les régimes de point de vue des chocs externes, des chocs qui vont arriver de l'extérieur. Ça fragilise les régimes. Les régimes peuvent avoir la main mise sur tout ce qui se passe, Mais lorsque le choc arrive de l'extérieur, les régimes sont généralement fragiles vis-à-vis de ça. Donc de mon point de vue, c'est très dangereux d'aller dans ce sens-là. Voilà, donc pour moi, la loi sur le parrainage est une loi. Moi, je préconise, alors je reviens sur ce que j'ai dit, moi je préconise d'abord de la sauter pour les prochaines élections. Et pour les élections d'après, une fois que les différentes factions seront représentées, autant à l'Assemblée qu'au niveau de la municipalité, là on va le ramener. Parce que sinon, ce qui est en train de se passer est très dangereux. C'est très dangereux pour notre démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, de tout ce qu'on reproche au régime du nouveau départ, le doigt accusateur se pointe vers Patrice Talon ou vers le système Je pense qu'il y a un commandant quand même dans le bateau. Monsieur Patrice Talon, qui vient du milieu des affaires, donc qui est le chef d'entreprise Chevrolet, je pense que c'est quelqu'un qui sait diriger les troupes. Donc, le doigt accusateur, moi je ne dirais pas que je t'emmène le doigt accusateur, mais je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment solide pour ne pas se faire manipuler facilement par son entourage. Je ne dis pas que l'entourage n'a pas d'influence, mais je pense, en tout cas, il montre une personnalité suffisamment solide pour ne pas se laisser manipuler aussi facilement que ça. Donc, moi, de mon point de vue, je pense que tout ce qui se passe, il le sait. Et c'est quelqu'un qui est prêt à assumer ses responsabilités. Il assume les responsabilités. Donc, il ne fuit pas ses responsabilités. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Même s'il a des conseillers qui lui demandent de faire des choses auxquelles il n'a pas pensé, je ne pense pas qu'il les accepte contre son gré. Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment des choix délibérés. Mais après, ce qui se passe à l'Assemblée n'a pas forcément quelque chose à voir avec M. Patrice Talon. Après, les députés, ils sont responsables. Ce sont des adultes responsables qui font les choses aussi et qui doivent assumer la responsabilité. Après, si ça ne va pas, il ne faut pas toujours dire que c'est Patrice Talon. Les députés aussi sont responsables de ce qu'ils font. Et de mon point de vue, ce serait pareil pour les maires. Mais chacun doit être capable d'assumer ses responsabilités. C'est pour ça que moi je dis, comment est-ce qu'on assume sa responsabilité lorsque le monde auquel vous appartenez ne vous laisse pas la main? Enfin, s'ils n'ont pas la liberté, de mon point de vue, ils ne peuvent pas prétendre. Parce que sinon, au lieu de défendre l'intérêt général, on va défendre l'intérêt de clan. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. Il faut sortir de cette idée de défendre. Quand je dis l'intérêt de clan, je parle vraiment du parti politique. On défend des intérêts partisans au lieu de défendre des intérêts généraux. Et en fait, moi, c'est là en fait que ça me pose problème. Et si les députés, qui pour moi sont des personnes responsables, veulent défendre effectivement l'intérêt général, mais c'est aussi à eux de prendre leurs responsabilités vis-à-vis du système. Est-ce que dans ce contexte aujourd'hui qui est le nôtre au Bénin, l'opposition n'est pas un tant soit peu responsable? Mais en fait, l'opposition au Bénin, c'est pas que de maintenant. L'opposition au Bénin n'a jamais été une véritable opposition. Je pense que c'est là que le véritable problème se pose. Et là où il y a un gros souci, il y avait un gros souci parce que
avec la réforme du système partisan et tout ce qui est en train d'être mis en place, on peut penser que les choses vont s'améliorer, mais encore une fois, je pense que la façon dont on est en train de mener les choses, ça me donne l'impression qu'on va monter, et puis après tout va s'écrouler comme un château de cartes. Mais l'opposition, en fait, ça se fait au sein des partis politiques organisés. Quand je dis organisés, ce sont des partis politiques avec une idéologie. Et c'est sur la base de cette idéologie qu'on construit les arguments. On ne fait pas, au Bénin, on fait ce qu'on appelle des oppositions de principe. Je suis opposé, point là, parce que je ne fais pas partie de l'appareil qui dirige, donc je suis un opposant. Mais l'opposition, c'est d'abord une opposition sur les idées, c'est d'abord une opposition qui doit pouvoir permettre qui doit pouvoir favoriser l'avancée des débats de développement à la fois sur le plan économique, mais également pour faire avancer les choses sur le plan politique, et tout ça pour le bien-être des populations. Mais l'opposition n'a jamais été organisée de cette façon, et c'est ça en fait qui fragilise l'opposition. Et c'est pour ça que l'opposition n'arrive jamais en fait à se réunir, puisqu'on ne se réunit pas autour de l'idéal, on ne se réunit pas autour de l'idéologie, et chacun essaie toujours de regarder où vont ses intérêts. Et donc c'est ça qui fait que l'opposition n'est pas organisée. Et tant que l'opposition ne sera pas organisée, je pense, et je rejoins très bien ce que vous avez dit, c'est que l'opposition est évidemment un peu responsable de son échec. Ça, je partage entièrement, mais c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas organisée et puis elle n'arrive pas à se mettre d'accord. Parce qu'il y a toujours des problèmes de personnes. Au lieu de mettre de côté des problèmes de personnes et de s'organiser autour de l'idéal, on n'arrive pas à s'organiser autour de l'idéal. Et je pense qu'avec la réforme du système partisan, réduire le nombre de partis politiques et réunir les gens dans de grands ensembles politiques, mais basés sur une idéologie, ça permettra vraiment de construire des oppositions, mais que je vais appeler des oppositions de développement, en quelque sorte, voilà, pour parler comme ça. Oui, voilà, donc je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission et la principale question de notre entretien, c'est aujourd'hui, quels sont les enjeux pour le présidentiel prochain au Bénin? Alors ça, c'est question pour un champion. Alors pour moi, le principal enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réconcilier le peuple avec les politiques. Parce qu'il s'est passé tellement de choses que les gens se détournent en fait de ce que je peux appeler le bien commun, c'est-à-dire du Bénin. Et quand je le dis parce que j'ai beaucoup d'amis de la diaspora, j'ai beaucoup d'amis qui vivent plus au Bénin, y compris des gens qui sont au Bénin, mais qui se sont complètement désintéressés de la politique, tout simplement parce qu'ils n'ont plus confiance. Ils n'ont pas confiance aux politiciens. Quand je dis n'ont pas confiance, il y a une véritable crise de confiance, ce n'est pas uniquement envers le régime en place, mais c'est envers les politiques en général. Et donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de réconcilier les citoyens avec les dirigeants, avec leurs leaders politiques. Et pour moi, ça, c'est capital. Et pour moi, c'est vraiment des enjeux, c'est le premier enjeu des prochaines élections. Le deuxième enjeu que je vois, c'est de permettre d'ouvrir le jeu et de permettre vraiment à l'opposition de participer en fait aux prochaines élections présidentielles. Si les choses se jouent uniquement au sein de la mouvance, ou si c'est la mouvance qui décide de qui va être son opposant, on va fausser complètement le jeu démocratique. Et ça, ce n'est pas du tout... ça ne permet pas d'instaurer un climat en fait de paix. En fait. Il n'y a pas... En fait, si vous voulez, derrière tous ces enjeux se cache quelque chose de très important. Quelque chose de très important, mais c'est vraiment la paix sociale. Si nous voulons garantir la paix sociale, il nous faut vraiment de la justice sociale. Et la justice sociale ne peut passer que par ces différents éléments dont je parlais tout à l'heure. Et tant qu'on n'aura pas instauré ce climat de confiance à nouveau et permettre aux citoyens, ce que je suis en train de dire simple, il faut voir le taux de participation des élections législatives. Les gens ne sont pas sortis pour aller voter parce que les gens ne se sentaient pas du tout représentés par les gens qu'on leur avait proposés. Pour les municipales, le taux de participation était en progression parce que ce sont des élections où il y avait
beaucoup plus de candidats, il y avait beaucoup plus de postes à occuper. Et on connaît toujours, c'est le frère, c'est le cousin, c'est le beau-frère qui est candidat, donc je vais quand même aller voter pour le beau-frère. C'est ça qui a fait sortir les gens. C'est pas parce que les gens confient dans le système. Les gens sont sortis juste pour aller voter pour le voisin, pour l'ami, le frère. Pour l'ami, le frère. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais en dehors de ça, si on sort de ça, moi je vous dis, je vous le donne, on peut prendre le pari, si les jeux ne sont pas ouverts, le taux de participation pour les prochaines présidentielles, ce sera catastrophique. Ce sera catastrophique. Donc, si on veut permettre aux citoyens de participer à cette fête que représentent les élections, il faudra ouvrir les élections. Donc, pour moi, le principal enjeu, enfin le deuxième enjeu, à part le fait d'instaurer un climat de confiance entre les politiques et les citoyens, c'est vraiment d'ouvrir les élections à toutes les personnes qui veulent participer aux élections. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Dr Mohamed Paul Toussa, votre mot de fin, si vous en avez. Alors, je voudrais déjà vous commencer par vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, je dirais pour la première fois depuis 2016, depuis l'avènement. Voilà, la toute première fois, c'est pour la première fois que je prends la parole pour dire ce que je pense, parce que j'ai voulu laisser le gouvernement travailler, leur donner du temps pour pouvoir juger après. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je juge, mais j'ai essayé de passer en revue, en partant du document de synthèse du PAG, donc ce que le gouvernement m'a dit. Et donc j'ai tout simplement essayé de faire un bilan à partir de cela. Mais ce que je voudrais que les gens retiennent tout simplement de cette intervention, ce n'est pas forcément cette revue que j'ai faite de différentes actions du programme d'action du gouvernement. Ce que j'aimerais que les gens fassent, mais c'est que chacun à son niveau essaie de se demander si depuis 4 ans que ce régime est là, des choses ont avancé dans leur vie. Je dis bien chacun. Parce que si par exemple je parlais des 5 besoins fondamentaux, vous avez des gens qui pouvaient assurer ces 5 besoins fondamentaux. Il y a, avant l'arrivée de ce régime, qui se retrouve aujourd'hui à assurer ces 3 besoins fondamentaux, c'est que ces gens-là ont regressé. Et je dirais qu'il faut faire attention toujours avec les grands chiffres, parce que si vous avez une petite proportion de personnes qui arrivaient déjà à se nourrir, enfin en tout cas à assurer les besoins, ces besoins fondamentaux, si vous avez une petite proportion de ces personnes qui s'enrichissent encore davantage, on va dire que le Bénin crée de la richesse. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe au niveau de la masse. Parce que les gros chiffres qu'on nous annonce, ce sont des chiffres qui sont souvent trompeurs. Il faut toujours aller regarder au niveau de la masse pour savoir ce qui se passe. Donc, moi, il faut que chacun, vraiment à son niveau, fasse vraiment cet examen pour voir si, oui ou non, les choses ont avancé dans sa vie. Et la dernière chose que je vais ajouter comme mot de fin, pour conclure, vraiment, et ce sera vraiment la fin de mon intervention, que les autorités actuelles fassent preuve de responsabilité pour ouvrir les prochaines élections à tout le monde. Pour moi, c'est très important pour instaurer un climat de paix dans le pays. Alors, sur de grands chantiers, beaucoup d'efforts ont été faits par le régime du nouveau départ, mais des choses restent à faire. Réconcilier le peuple avec les politiques, tout pour la paix sociale, mais plus important, ouvrir les prochaines élections, ce devrait être les enjeux clés pour le régime actuel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Enjeux présidentiels 2021. J'ai reçu pour vous Dr Mohamed Paul Toussa.